Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui va vous être présenté donc par, à ma gauche, Alexandra Famnock. Bonjour à tous. Et moi-même, Solène Gilles. Nous sommes juristes rédactrices au sein de Lefebvre Dalloz, au sein de la rédaction Affaires. Et à nos côtés également aujourd'hui, Sarah Lévy, chef de produit de la solution Agi Société Augmentée. Ce webinaire vous est proposé par Lefebvre Dalloz, qui regroupe les marques Édition Francis Lefebvre, Édition Législative et Dalloz. Donc, le thème de notre webinaire aujourd'hui est l'approbation et le dépôt des comptes annuels à l'heure de la dématérialisation. On se focalisera sur l'étude des commerciales les plus courantes, que sont la société anonyme, la société par action simplifiée et la société à responsabilité limitée. On ne traitera pas de tout ce qui concerne les sociétés cotées et on limitera aussi notre étude à l'approbation des comptes établis de manière individuelle par les sociétés, c'est-à-dire à l'exclusion de ce qui concerne les comptes consolidés établis dans des groupes de sociétés. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. On essaiera de répondre à une partie d'entre elles en direct et on répondra également à un maximum de questions à la fin de notre présentation. Alors, pourquoi un webinaire sur la dématérialisation? Eh bien, on s'y tourne de plus en plus dans tous les domaines. Et ces dernières années, la Covid a forcé la dématérialisation en droit des sociétés en raison des mesures restrictives qui ont été mises en place. Les possibilités de réunion et de déplacement étaient fortement limitées. Donc, pour assurer la continuité de fonctionnement des assemblées et des organes collégiaux des sociétés, le gouvernement avait été habilité à prendre des mesures visant à simplifier et à adapter leurs conditions de réunion et de délibération. Parmi les mesures mises en place, certaines n'existaient pas, comme la possibilité de tenir une assemblée à huis clos, c'est-à-dire une assemblée tenue sans la présence physique des associés. D'autres mesures existaient, mais elles ont été généralisées à toutes les formes juridiques et éventuellement aussi élargies à toutes les décisions sociales, y compris celles d'approbation des comptes. On retrouve par exemple le vote par correspondance, la possibilité de tenir des assemblées dématérialisées, la possibilité de répondre aux demandes de communication ou d'information des associés par message électronique, le recours à la visioconférence, quel que soit l'ordre du jour, y compris donc les décisions concernant les comptes annuels. Ces mesures étaient applicables aux réunions tenues jusqu'au 30 septembre 2021. Et que reste-t-il alors, Alexandra, de ce dispositif aujourd'hui? Eh bien, rien, puisque le dispositif Covid n'est plus applicable et il n'a pas été repris dans le Code de commerce. On va donc faire un point dans ce webinaire sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui sous forme dématérialisée à chaque étape de l'approbation des comptes. Et nous allons commencer par la première étape, celle de l'arrêté des comptes. Alors, en effet, on démarre l'approbation par l'arrêté des documents comptables, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe, à la clôture de chaque exercice, et cet arrêté des comptes est réalisé par les dirigeants. Tout d'abord, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, c'est au conseil d'administration qu'il revient d'arrêter les comptes. Il ne peut pas le faire lors d'une réunion qui se tiendrait par voie de visioconférence. Le Code de commerce l'exclut pour ce type de décision. Dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, c'est le directoire qui est en charge de l'arrêté des comptes. Là, le Code de commerce ne dit rien et renvoie au statut pour prévoir les modes de délibération du directoire. Dans le silence des textes, notre avis est qu'une visioconférence est envisageable pour procéder à l'arrêté des comptes si les statuts le prévoient, soit pour toutes les décisions, soit pour certaines d'entre elles, mais sans exclure l'arrêté des comptes. Donc ça, c'est pour l'ASA. Et que peut-on faire dans les SARL et les SAS lorsque les comptes doivent être arrêtés par des co-gérants ou par un organe collégial dans les SAS? Alors, très bonne question.
En effet, lorsqu'on est soit en SARL avec un seul gérant, soit en SAS avec un président, la question de la dématérialisation ne se pose pas puisque c'est à lui que revient l'arrêté des comptes. La question se pose en cas de SARL avec une pluralité de gérants, puisque les comptes doivent être arrêtés en commun par tous les gérants. On ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir une autorisation statutaire pour recourir à la visioconférence dans ces cas-là. Il faudra seulement vérifier que les statuts n'empêchent pas les co-gérants de prendre des décisions en recourant à les visioconférences. Pour ce qui est de la SAS, lorsque les statuts prévoient que les comptes sont arrêtés par un organe collégial, à l'image par exemple du conseil d'administration des sociétés anonymes, là, c'est au statut de prévoir les modalités de délibération de cet organe avec une grande souplesse puisque les statuts ont toute liberté et peuvent tout à fait prévoir le recours à la visioconférence. Voilà, donc dans ces cas-là, il faut se référer à ce qui est prévu dans les statuts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la première étape, donc qui est celle de l'arrêté des comptes. Alexandra, est-ce que tu peux à présent nous parler de l'étape suivante, qui est celle de l'envoi des convocations et des autres documents? Alors, au sein des SA, il est tout à fait possible de convoquer les actionnaires par voie électronique, sous réserve d'avoir au préalable recueilli leur accord individuel pour une communication par voie électronique. Cet accord peut être donné par voie postale ou électronique, et il vaut pour la prochaine assemblée et les assemblées suivantes. En l'absence d'accord d'un ou de plusieurs actionnaires, au plus tard 35 jours avant la date de l'Assemblée générale, eh bien, la société devra convoquer ceux ou ses actionnaires par voie postale. Dans les mêmes conditions, lorsqu'un actionnaire demande l'envoi de documents avant l'Assemblée annuelle, la société peut les lui adresser par voie électronique uniquement si l'actionnaire a donné son accord pour ce mode de communication. À défaut d'accord, je passe la slide, pardon. À défaut d'accord, la société devra lui envoyer les documents par voie postale. À noter qu'un actionnaire qui a opté pour la communication électronique peut toujours demander le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation à l'Assemblée. Dans la SARL, le principe est similaire à celui de la SA. L'avis de réunion, la convocation à l'Assemblée, les documents à communiquer avant l'Assemblée annuelle peuvent être adressés aux associés par voie électronique si la SARL a recueilli au préalable, là encore, l'accord individuel des associés pour ce mode de communication. Comme pour les SA, cet accord peut être donné par voie postale ou électronique et il vaut pour la prochaine assemblée ainsi que pour les assemblées suivantes. Si un associé n'a pas opté pour la communication électronique, au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée, l'avis de réunion, la convocation, les documents doivent être adressés à l'associé par voie postale. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent là aussi toujours demander le retour à l'envoi postal 20 jours au moins avant la date de l'assemblée suivante. Concernant les SAS, c'est la liberté statutaire qui prévaut. Donc, en cas d'approbation des comptes par une assemblée, eh bien, les statuts peuvent tout à fait prévoir que la convocation des associés et la communication des informations se font Il convient, dans ce cas, par prudence, de leur demander quand même d'adresser à la société un accusé de réception afin d'avoir la preuve, la confirmation qu'ils ont bien reçu la convocation dans les délais prescrits.
Concernant les représentants du comité social et économique, eh bien, effectivement, je vous rappelle que... Alors, attendez, je crois qu'il y a un petit problème de live. Oui, est-ce qu'on m'entend? Alors, il y a un petit problème de communication. Alors, apparemment, c'est revenu. Donc, je vais reprendre. Donc, je disais que dans la pratique, pour les commissaires aux comptes, dans la pratique, nous constatons que certains commissaires aux comptes acceptent d'être convoqués par voie électronique, mais que par prudence, nous conseillons quand même aux sociétés de leur de leur demander en tout cas d'adresser à la société un accusé de réception afin d'avoir la preuve qu'ils ont bien reçu la convocation dans les délais prescrits. Concernant les représentants du comité social et économique, je vous rappelle que dans les SA et les SAS d'au moins 50 salariés, 2 membres du comité social et économique peuvent assister à l'Assemblée appelée à approuver les comptes. En revanche, ni le Code de commerce, ni le Code du travail ne précisent les modalités de convocation. Donc, par précaution, nous conseillons, pour des questions de preuve, de convoquer le CSE par lettre recommandée avec avis de réception. Alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il y a toujours un petit bug? Apparemment, certains nous entendent bien et d'autres moins bien. Attendez, on a une équipe autour de nous qui est en train de vérifier. On peut reprendre? Oui, alors on va reprendre. Donc, pour les représentants du CSE, je disais que par précaution, nous vous conseillons de les convoquer par lettre recommandée avec avis de réception. Donc, maintenant, on en vient à l'étape de l'approbation des comptes proprement dite. Solène, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il est possible de faire ou non par voie dématérialisée? Alors, en effet, on peut envisager 3 modes de consultation des associés ou des actionnaires par voie dématérialisée. Donc, tout d'abord, l'assemblée, dont je vais vous parler, et également la consultation écrite par voie digitale ou l'acte sous signature privée électronique qu'Alexandra vous présentera ensuite. Pour ce qui est de l'assemblée, dans sa version la plus aboutie, disons, de dématérialisation, on peut parler d'une assemblée qui serait 100% en ligne ou totalement dématérialisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lieu de réunion physique et l'ensemble des participants est présent à l'assemblée à distance. On peut envisager une version, disons, atténuée de dématérialisation, qui serait l'assemblée qu'on peut qualifier d'hybride ou de partiellement dématérialisée, c'est-à-dire une réunion avec un lieu de réunion physique et une possibilité pour les actionnaires d'assister et de participer à l'assemblée à distance. Dans les sociétés anonymes, depuis 2017, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales ordinaires, y compris celles statuant sur l'approbation des comptes, se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Dans ces cas-là, les statuts ont quand même la possibilité de prévoir un droit d'opposition des actionnaires qui peuvent donc s'opposer à ce que l'assemblée soit tenue de manière exclusivement dématérialisée. Les assemblées générales qu'on qualifiait tout à l'heure d'hybrides sont également possibles dans la société anonyme. Il faut là aussi que les statuts l'envisagent en prévoyant simplement que les actionnaires pourront participer au débat et voter en séance en utilisant des moyens de télétransmission. Dans ce cas-là, ils sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. On note dans les sociétés anonymes que les assemblées partiellement ou totalement dématérialisées s'accompagnent de quelques contraintes techniques. La première est que seules peuvent être utilisées pour participer à ce type d'assemblée soit la visioconférence, qui va permettre à l'actionnaire d'apparaître sur l'écran de la salle où se tient l'assemblée, soit des moyens de télécommunication qui permettent l'identification de l'actionnaire. Ces moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent dans tous les cas transmettre au moins la voix des participants, ce qui représente une certaine contrainte
aujourd'hui avec les procédés techniques qu'on peut connaître pour faire des réunions en ligne. Et elles doivent satisfaire des caractéristiques techniques qui permettent une retransmission continue et simultanée des délibérations. La deuxième contrainte technique principale est que la société doit mettre en place un site Internet exclusivement dédié au vote à distance, auquel les actionnaires ne peuvent accéder qu'au moyen d'un code qui leur est fourni par l'Assemblée avant la séance. Donc finalement, la SA offre beaucoup de souplesse. Est-ce aussi le cas dans les SARL et les SAS? Alors, dans la SARL, pas du tout, puisque une assemblée physique des actionnaires est nécessaire, car le Code de commerce interdit que l'approbation des comptes dans la SARL puisse se faire en ayant recours à la visioconférence. Dans la SAS, c'est tout le contraire, puisque là, la plus grande liberté statutaire prévaut. Et donc, il revient au statut de décider comment est-ce que les décisions collectives des associés sont adoptées. Et notamment au moyen de la visioconférence. Donc, on peut prévoir tout ce qu'on veut, une assemblée 100% en ligne ou hybride. On note que pour la SAS, les règles contraignantes de la société anonyme, c'est-à-dire le site Internet exclusivement dédié et ce qui concernait les moyens de visioconférence et de télécommunication ne s'appliquent pas, de sorte que tout mode de consultation par télétransmission est possible, donc c'est plus souple que la SA. Par contre, on note quand même que quel que soit le procédé utilisé, il faut qu'il puisse garantir à la fois l'identification des associés et la sécurité des votes à distance. Alors, en dehors de l'Assemblée, on peut envisager deux modes, disons, alternatifs de consultation des associés par voie dématérialisée. Alexandra, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors effectivement, les deux autres modes sont la consultation écrite par voie électronique et l'acte sous signature privée électronique. Commençons par les SA. Eh bien, le Code de commerce ne prévoit tout simplement pas la possibilité pour les actionnaires de prendre des décisions par consultation écrite. Excusez-moi, attendez, hop là, c'est bon, il y a eu un petit bug. Donc, je disais, le Code de commerce ne prévoit pas la possibilité pour les actionnaires de prendre des décisions par consultation écrite ou par acte sous signature privée. Dans les SARL, les décisions relatives à l'approbation des comptes ne peuvent pas être prises par consultation écrite des associés ou résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Donc, il nous reste la SAS. Au sein des SAS, eh bien, la consultation écrite des associés peut être tout à fait prévue par les statuts. Ces derniers peuvent prévoir une consultation par voie électronique en indiquant que le texte des résolutions proposées, le bulletin de vote, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés aux associés par message électronique avec accusé de réception. Et que, en plus, le bulletin de vote devra être retourné à la société par courrier électronique. La consultation des associés par la signature d'un acte sous signature privée est également possible sous réserve qu'elle soit prévue par les statuts de la SAS. Cet acte peut être établi sur un support papier ou électronique et les statuts doivent préciser les modalités de cette consultation, notamment les moyens à mettre en place afin d'informer les associés, de les identifier et de signer l'acte. L'acte sous signature privée présente quand même un inconvénient majeur, qui est que la preuve de la consultation de l'ensemble des associés nécessite que chaque associé signe l'acte. Et cette preuve ne pourra pas être rapportée si vous avez un associé qui refuse de signer l'acte pour exprimer son vote négatif. C'est pourquoi, en pratique, cet acte est réservé, cette modalité de décision est réservée aux décisions signées par tous les associés et donc adoptées unanimement. En résumé, donc, ce qu'on peut dire sur la consultation des associés et des actionnaires, c'est que dans la SA, l'assemblée totalement ou partiellement dématérialisée est possible, mais qu'il n'existe pas aujourd'hui de mode alternatif de consultation des actionnaires.
Dans la SARL, aujourd'hui, aucune dématérialisation n'est possible. Il faut nécessairement réunir une assemblée physique des associés. Enfin, dans la SAS, tout est possible, à condition toutefois que les statuts l'aient prévu. Alexandra, maintenant, nous passons à l'étape suivante, qui est celle de l'établissement du procès-verbal. Est-ce qu'il peut être établi sous forme électronique ? Alors, on commence encore par l'ESA. Le procès-verbal d'Assemblée générale peut tout à fait être établi et signé de façon électronique, mais dans 2 cas. Le premier, lorsque l'Assemblée s'est tenue de façon totalement dématérialisée. Deuxième cas, lorsque le registre est tenu sous forme électronique. Le procès-verbal doit donc être établi de façon électronique. Il sera daté électroniquement par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. Et il doit être signé par une signature qui respecte au moins les exigences de la signature électronique avancée. Dans les SARL aussi, les procès-verbaux peuvent être établis et le registre spécial tenu sous forme électronique. Comme dans les SA, les exigences de la signature électronique avancée et d'horodatage doivent être respectées. Dans les SA et dans les SARL, vous devez vous en souvenir, les textes qui prévoient la signature et la conservation des procès-verbaux des décisions collectives par voie électronique datent de 2019. Mais en fait, en raison de contraintes fiscales qui n'ont été levées que fin 2020, eh bien, la dématérialisation des procès-verbaux et des registres n'est en pratique possible que depuis 2021. Pour la SAS, eh bien, même s'il n'y a pas d'obligation de constater les décisions d'assemblée dans un procès-verbal, les statuts prévoient en pratique, notamment pour des questions de preuve, la consignation des décisions dans un procès-verbal. Les statuts peuvent ainsi prévoir que les PV sont établis et le registre des décisions tenu sous forme électronique. Dans ce cas, les PV doivent être datés de façon électronique au moyen d'un horodatage et ils doivent être signés au moyen d'une signature qui respecte au moins les exigences de la signature électronique avancée, sauf si les statuts prévoient d'autres modalités de signature. Lorsque les statuts de la SAS ne prévoient pas expressément cette possibilité d'avoir un procès-verbal électronique, eh bien, nous considérons qu'il est quand même possible de tenir le registre des décisions et d'établir les PV sous forme électronique en application du principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique prévu par l'article 1366 du Code civil. Donc, si je comprends bien, finalement, pour toutes les sociétés, il est possible d'établir les procès-verbaux sous forme électronique, à condition de disposer d'une signature avancée. Alexandra, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est cette signature ? Oui, tout à fait. Une signature électronique avancée est considérée comme avancée au sens de la réglementation européenne lorsqu'elle répond à plusieurs critères cumulatifs. Elle doit être liée de manière univoque au signataire. Elle doit permettre d'identifier le signataire. Elle doit être liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable. Elle doit être créée à l'aide de données de création de signature que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif. Donc en pratique, il convient de recourir à un prestataire proposant des services de signature électronique avancée. Nous arrivons à la dernière étape, celle des formalités. Et nous avons réalisé un sondage sur ce sujet. Solène, je te laisse nous indiquer les résultats. Alors, effectivement, on avait publié un sondage sur notre page LinkedIn Francis Lefebvre. La question qui était posée était, en 2023, devra-t-on obligatoirement déposer ses comptes 2022 en ligne ? Vous êtes plus de 700 à avoir participé et vous avez répondu oui à 63%. En réalité, la réponse à la question est non. Depuis le 1er janvier 2003 et l'entrée en vigueur du nouveau guichet unique électronique, c'est vrai que la plupart des formalités doivent être réalisées en ligne. Toutefois, cette obligation ne concerne pas le dépôt des comptes et le Code de commerce prévoit une exception pour ce dépôt. C'est une exception qui figure à l'article R123-77 du Code de commerce
et qui dit très exactement que l'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables, c'est-à-dire les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes quand ces rapports doivent être établis. Pour le dépôt des comptes, il existe donc toujours une option. Le dépôt peut être effectué soit par voie papier directement auprès du greffe, dans le délai d'1 mois à compter de l'approbation des comptes, soit par voie électronique sur le site du guichet unique, dans le délai de 2 mois de l'approbation des comptes. Alors, vous avez peut-être expérimenté les difficultés avec l'utilisation du nouveau guichet unique électronique qui n'est pas complètement opérationnel depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2023. À ce jour, la solution la plus prudente peut être de réaliser son dépôt des comptes par voie papier. Donc, le guichet unique n'est pas complètement opérationnel. Pour ce qui est des autres formalités qu'on peut qualifier d'usuelles au moment de l'Assemblée générale annuelle, c'est-à-dire classiquement ce qui concerne le renouvellement ou le changement des dirigeants ou des commissaires aux comptes, là, toutes les formalités doivent impérativement être effectuées en ligne via le guichet unique depuis le 1er janvier 2023. En pratique, tout un tas de formalités ne peuvent aujourd'hui pas être faites effectivement sur ce site du guichet unique, et le guichet entreprise, qui était l'ancienne version du guichet unique, a été réactivé pour un certain nombre de formalités. 2 précisions techniques concernant l'utilisation des nouveaux formulaires électroniques pour faire vos formalités en ligne. Tout d'abord, concernant la signature du formulaire de déclaration, il faut normalement avoir une signature électronique avancée, telle que vous la présentez Alexandra, pour pouvoir signer le formulaire de déclaration. Une souplesse a été introduite en décembre dernier qui permet, lorsque le déclarant se connecte en utilisant le dispositif France Connect, de signer son formulaire au moyen d'une signature électronique simple. Deuxième précision technique en ce qui concerne les pièces que vous devez joindre à votre dossier. Là, pas de changement depuis le 1er janvier 2023 et la mise en place du nouveau guichet unique électronique. Soit vous pouvez joindre des copies PDF des documents originaux signés, soit vous joignez des documents électroniques, c'est-à-dire qui auront été signés au moyen d'une signature électronique. Donc, nous venons de passer en revue les différentes étapes de l'approbation des comptes. En conclusion, la dématérialisation, mythe ou réalité ? Alors, on peut dire que notre droit intègre progressivement la forme électronique. Pour ce qui est de l'approbation des comptes, plus particulièrement, il reste encore quelques obstacles quand même, qui sont pour l'essentiel dans la société anonyme le fait de devoir tenir une réunion physique du conseil d'administration pour procéder à l'arrêté des comptes, et l'absence de mode alternatif de consultation des associés en dehors de l'assemblée dématérialisée, même si il faut reconnaître quand même que l'assemblée dématérialisée apporte déjà beaucoup de souplesse. Il faut également recueillir l'accord individuel de tous les actionnaires si l'on veut pouvoir les convoquer par courrier électronique. Pour la SARL, on est quand même assez loin d'une dématérialisation, puisqu'il faut toujours tenir une assemblée physique pour consulter les associés. Il faut, comme pour la SA également, recueillir l'accord individuel de tous les associés pour pouvoir les convoquer par courrier électronique. C'est finalement dans la SAS qu'une véritable dématérialisation est possible, grâce à la grande liberté qui est laissée de pouvoir organiser tous les modes de consultation au sein des statuts. Voilà, avant de conclure notre présentation, Alexandra, est-ce que tu peux nous dire si des évolutions de notre droit vers encore plus de digitalisation sont à l'étude ? Alors oui, différents groupes de travail réfléchissent en effet à ces sujets et à la manière de lever ces obstacles. Notamment, il y a le HCJP, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris, qui a établi un rapport en mars dernier dans lequel il mène une réflexion sur la poursuite du processus de digitalisation en droit des sociétés en valorisant l'expérience de la crise sanitaire. Le comité s'inspire des mesures de simplification qui ont été prises durant la crise sanitaire pour suggérer différentes modifications du Code de commerce. Nous avons relevé quelques propositions qui nous paraissent intéressantes.
Déjà, l'une des propositions consiste à permettre au conseil d'administration et de surveillance de recourir à la visioconférence, y compris pour les décisions relatives aux comptes annuels et aux rapports de gestion. Le comité propose également de permettre au statut de l'ASA de prévoir que toute décision du conseil d'administration ou de surveillance pourra être prise en recourant à la consultation écrite, la consultation pouvant être réalisée par voie électronique. Il appartiendrait en fait au statut de limiter éventuellement le champ d'application des décisions qui pourraient être prises par consultation écrite. Une autre proposition consiste à faire de la convocation électronique aux assemblées générales le principe, avec un droit d'opposition ouvert à chaque actionnaire. L'idée est de faire de la communication par voie électronique le droit commun, tout en offrant, au moins dans un premier temps, un droit d'opposition individuel des actionnaires. Le comité, d'ailleurs, propose même plus largement d'assimiler la voie électronique aux moyens traditionnels de communication. Dernière proposition du comité que nous avons retenue, elle consiste à permettre la décision d'approbation des comptes d'une SARL par consultation écrite et même plus largement à consacrer dans les textes la possibilité de faire une consultation écrite digitale. Le comité préconise une transposition rapide dans le Code de commerce des modifications qu'il propose afin de répondre aux demandes des sociétés et des associés qui sont de plus en plus nombreuses sur le sujet de la dématérialisation. Voilà, à présent, nous vous proposons une présentation du logiciel Agi Société. Sarah, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous, je vous prie de nous excuser pour ce petit couac de connexion. Eh bien, de la rédaction des actes d'approbation des comptes annuels à la tenue du registre dématérialisé des délibérations des associés, Agi Société Augmentée vous guide tout au long de vos démarches. Alors, je vais partager mon écran. Alors, en effet, Agi Société est une solution pratique garantissant le respect des règles énoncées précédemment selon la forme juridique de la société et comme vous l'avez compris, elles sont nombreuses. Donc, nous vous proposons l'automatisation, l'interopérabilité attendue également professionnel du droit et du chiffre exerçant une activité de secrétariat juridique. La période d'approbation des comptes annuels suscite beaucoup de stress. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les étapes sont nombreuses. Et la question essentielle, c'est comment gagner du temps tout en garantissant le meilleur service à notre client final. Agi Société est une solution SaaS proposant un contenu juridique sécurisé avec effectivement l'ensemble des actes nécessaires au respect du formalisme attendu pour l'ensemble des formes juridiques précédemment citées, l'automatisation de la rédaction grâce aux fonctionnalités qui ont été développées et qui vous permettent de gagner du temps, ainsi que la mise à jour mensuelle du contenu des actes juridiques proposés, garantissant effectivement une meilleure appropriation du contenu et un contenu juridique sécurisé. Comme vous l'aurez compris, les modifications sont nombreuses à compter du 1er janvier 2023, ne serait-ce que sur le formalisme et sur les dépôts à effectuer. D'autre part, Agi Société vous propose une interopérabilité avec une solution qui est monjuridique.infogreffe qui nous permettra de proposer la tenue des assemblées générales dématérialisées. Notre partenariat s'est imposé naturellement à l'heure de la dématérialisation des formalités en droit des sociétés. Nous proposons un parcours client fluide permettant la dématérialisation des assemblées générales ainsi que les registres des délibérations des associés et des mouvements de titres. De la rédaction
à l'alimentation des registres, Agis-Société vous propose de vous accompagner dans ces différentes étapes. Donc, comme vous l'aurez compris, effectivement, de la première étape jusqu'à l'alimentation du registre, nous vous accompagnons et je vous propose de passer directement à notre présentation. Depuis le tableau de bord d'Agis-Société, je peux accéder à ma précédente tenue d'assemblée générale annuelle pour initier ma nouvelle assemblée. Une fois cette étape effectuée, une fois cette nouvelle... Alors, pardon, je pense que j'ai un petit souci de connexion. Donc, une fois cette nouvelle étape effectuée, c'est l'effet des mots, c'est normal. Donc, une fois cette étape effectuée, je peux ouvrir mon questionnaire de rédaction. À ce moment-là, plusieurs contrôles sont à effectuer. En effet, je dois préalablement modifier ma date de référence afin de mettre à jour les informations légales de ma société, cliquer sur la mise à jour du contenu juridique afin de bénéficier des nouvelles dispositions et notamment des nouveaux actes nécessaires pour procéder au dépôt dématérialisé. Et enfin, accéder à la modification de mon exercice qui me permettra d'alimenter automatiquement les données comptables. Une fois cette étape effectuée, je vais procéder à un premier contrôle. Le premier contrôle portera effectivement sur les données comptables qui sont essentielles effectivement à l'approbation de des comptes annuels. Je peux, dès l'ouverture effectivement du rapport de gestion, constater que la date de clôture de l'exercice a bien été modifiée. Mais surtout, je vais pouvoir constater que mes données comptables ont bien été mises à jour avec le comparatif entre l'année N et l'année N-1. Une fois cette étape de contrôle effectuée, je vous propose de passer sur le texte des résolutions. En effet, et comme vous l'aurez compris, celui-ci peut vous permettre de procéder également à d'autres formalités comme la ratification du transfert de siège social. Je vais vous proposer effectivement de sélectionner cet ajout au niveau de l'Assemblée générale annuelle 2023. Cet ajout, grâce à la mutualisation du questionnaire de rédaction, va être automatiquement reporté sur l'ensemble de mes actes et notamment la convocation à l'Assemblée générale des associés pour laquelle effectivement il y a obligation de faire apparaître l'ordre du jour et notamment la ratification du transfert de siège social. Je vais également consulter ma liste d'associés qui a été mise à jour automatiquement en prenant en compte les entrées et les sorties. Enfin, je mets à jour également mon mode de convocation à l'Assemblée générale, qui, comme vous l'aurez compris, est un mode de convocation par voie électronique. Le lieu de tenue d'Assemblée générale est également indiqué. Et enfin, je mets à jour ma date de tenue d'Assemblée générale, qui sera sur l'année 2023. Une fois ces informations renseignées, eh bien, il me suffit d'accéder à ma solution monjuridique.infogreffe. Vous bénéficiez, grâce à Agis-Société, de la dématérialisation de la tenue des assemblées générales. Cette dématérialisation se fait de manière fluide puisque l'ensemble des informations saisies sur Agis-Société augmentée ont été reportées automatiquement sur monjuridique.infogreffe grâce à l'interopérabilité mise en place entre nos deux solutions. En effet, la date, l'heure, le lieu de tenue d'assemblée ont été reportés automatiquement. La liste des participants a également été reportée automatiquement, ainsi que l'ensemble des résolutions. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos convocations par voie dématérialisée et donc proposer au vote l'ensemble des résolutions. Comme vous l'aurez compris, ces résolutions en fait sont dissociées et vous pourrez procéder à une adaptation des participants et donc à la répartition des votes entre le nu propriétaire
et l'usufruitier. Une fois cette étape finalisée, il est tout à fait possible d'alimenter le registre dématérialisé des délibérations des associés grâce à cette fonctionnalité qui vous permettra d'accéder au coffre-fort de la société et donc finaliser effectivement l'alimentation du registre dématérialisé des délibérations. Il est tout à fait possible d'alimenter ce registre par une autre voie et par un autre mode grâce à l'ajout de dossiers correspondant à l'objet de l'Assemblée générale ainsi que la date d'Assemblée générale. Une fois cette étape finalisée, vous pourrez emporter l'ensemble des documents nécessaires effectivement pour le registre des délibérations et des décisions. Vous l'aurez compris, Agi Société Augmentée vous accompagne dans chacune des étapes liées à la tenue d'assemblée générale annuelle et facilite donc la dématérialisation de vos tenues d'assemblée ainsi que l'alimentation des registres des délibérations et des registres des mouvements de titres. Je vous remercie et place aux questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation qui rend nos propos beaucoup plus concrets. Alors, on écoute. Non, Ton micro est coupé. Non, oui. Attendez, il y a juste un petit écho. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, pardon, nous reprenons donc la parole pour répondre à vos questions. Il y en a beaucoup. Nous allons essayer d'en répondre, d'en traiter un maximum. Alors, j'en ai noté quelques-unes que j'ai pu prendre. Alors, la convocation du CAC par voie électronique, c'est pour toutes les sociétés. Alors, c'est un moment où ça a un peu coupé, alors peut-être que ce n'a pas été très clair. Il faut savoir que la convocation du commissaire aux comptes, selon le Code de commerce, c'est par lettre recommandée avec avis de réception. C'est ça le principe. La convocation par voie électronique, ça peut être effectivement dans plusieurs formes de sociétés, dans toutes les formes de sociétés, mais par contre, c'est vraiment si le commissaire aux comptes l'accepte, et c'est à titre dérogatoire. Il faut qu'on ait la société ait la preuve que le commissaire aux comptes ait bien reçu la convocation. Donc là-dessus, faites bien attention. Moi, je vais reprendre. Il y a eu pas mal de questions qui concernent l'entrée en vigueur du guichet unique et comment se passe en fait le dépôt des comptes depuis cette entrée en vigueur. Alors, pour essayer de synthétiser, est-ce qu'on a une date pour le dépôt des comptes sur le guichet unique ? Non, même si, selon les dernières informations, sachant quand même que nous ne sommes pas formalistes, donc nous ne réalisons pas en pratique de formalité, mais selon nos informations, à ce jour, la fonctionnalité dépôt des comptes existe sur le guichet unique. A priori, il existe des bugs, par contre, pour pouvoir réaliser la procédure à son terme. Le greffe accepte-t-il le dépôt papier ? Oui, il l'accepte et il doit l'accepter, non seulement en ce moment en raison des dysfonctionnements du guichet unique, mais également dans le futur, puisque l'option pour la société entre faire son dépôt papier directement au greffe ou le faire par voie électronique subsistera dans le Code de commerce. Donc que ce soit aujourd'hui ou lorsque le guichet unique sera complètement opérationnel, la société aura toujours la faculté d'envoyer ses comptes directement auprès du greffe. Alors, une autre question était pourquoi ne peut-on plus déposer les comptes via Infogreffe ? Ça, c'est logique puisque Infogreffe, en fait, était le site internet du CFE des greffiers, en fait, des greffiers des tribunaux de commerce. Et Infogreffe a été désactivé avec l'entrée en vigueur du guichet unique. Il a été réactivé pour un certain nombre de formalités qui ne pouvaient pas être faites sur le guichet unique, mais pas pour l'ensemble. Et à notre connaissance, aujourd'hui, le dépôt des comptes n'a pas été réactivé sur le site d'Infogreffe. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire sur Infogreffe. Autre question aussi, faut-il déposer ces comptes au registre national des entreprises en plus de les déposer au greffe ? Alors, vous savez qu'il y a un registre national des entreprises qui a été mis en place. Non, la société n'a pas à effectuer un dépôt supplémentaire. En fait, c'est soit le greffe, soit le guichet unique qui communiquera les comptes au registre national des entreprises.
J'enchaîne avec une autre question. Alors, pourquoi 20 jours avant AG, ce n'est pas 15 jours? Alors, je pense que la personne parle de la possibilité de communiquer électroniquement avec les associés de SARL. Alors, c'est bien, en fait, 20 jours avant l'AG que l'associé doit avoir opté pour la communication électronique. C'est simplement ça. Et après, effectivement, on retombe dans les délais de convocation 15 jours avant l'AG. Mais l'associé opte ou non pour la communication électronique ou la communication par voie postale 20 jours avant l'AG, justement pour qu'il y ait un petit temps aussi pour que la société puisse adapter son mode d'envoi. Et c'était notre dernière question puisque malheureusement nous sommes arrivés déjà au terme de ce webinaire. Désolée pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, elles étaient nombreuses. On espère quand même avoir pu vous apporter plus de clarté sur ce qu'il est possible ou non de faire aujourd'hui pour approuver ces comptes en ligne. On espère que ce webinaire vous aura intéressé. En tout cas, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.